Bonjour, ravi de vous retrouver dans l'Hebdo de François en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1. Et puis ravi de retrouver nos éditorialistes habituels, amputés d'un des leurs, puisque Dominique Volton est coincé dans les embouteillages, me dit-on. Il devrait arriver en cours d'émission. On l'attend avec une certaine impatience, surtout Éric Zemmour du Figaro. Hein, bonjour Éric. Vive le métro. Vive le métro, dit Éric Zemmour. De l'autre côté de la table, Francis Laloupeau d'Africa numéro 1. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien et vous? Et enfin Nadir Djenad de Beurre FM. Bonjour. Voilà, Dominique Volton, ne vous inquiétez pas, va pas tarder à arriver. Si vous voulez nous écrire, nous envoyer vos remarques, eh ben ça doit s'afficher sur l'antenne, sur l'écran. Voilà, hebdofranço@rfo.fr. hebdofranço@rfo.fr. Merci d'ailleurs, on reçoit pas mal de courriers, parfois un petit peu virils, mais ça nous fait du bien. Merci de vos courriers, continuez à nous en envoyer. Alors, au sommaire de cette édition, on va évidemment aborder l'investiture du 44e président des États-Unis, Barack Hussein Obama, mais on va aussi parler de la diversité en France cette semaine qui a suscité pas mal d'interrogations. Et puis on parlera de ce début de révolte parlementaire. On a vu les députés du Parti socialiste chanter la Marseillaise en bas du perchoir de l'Assemblée nationale. On voit pas ça tous les jours. Mais d'abord l'investiture qui ressemble à un sacre finalement, en présence de près de 2 millions d'Américains. Barack Obama a prêté serment. Ça a été un petit peu l'apothéose de l'Obamania, de l'émotion de ces derniers mois. Et puis Barack Obama a fait un discours dans lequel, notamment, il appelle à l'unité nationale, à l'union, les Américains. Alors cet appel, il a une chance d'être entendu, Éric Zemmour, par le peuple américain et par l'ensemble des composantes du peuple américain. Vous vouliez qu'il appelle à la désunion et à la désagrégation des États-Unis? Ma question, c'est de savoir s'il va être entendu. Non mais, si je vous réponde, évidemment qu'il va être entendu. Non, mais attendez, ils sont pas à la veille de la guerre de sécession. Ça y est, ils ont ça derrière eux. Et moi, j'ai pas trouvé que c'était une élection démocratique. Il a été élu, voilà, point. Il a gagné, personne n'a contesté. Contrairement à d'autres, parce que le Bush de 2000, l'élection de Kennedy en 60 face à Nixon, dont on sait maintenant qu'elle a été vaguement trafiquée par la mafia, l'élection d'Obama, elle est impeccable, il n'y a rien à dire, il a été élu, point, une barre. On passe à autre chose. Non, moi, ce que je trouve... Non, pour vous dire les choses autrement, vous pensez que le peuple américain est prêt à, comme il a même employé les termes, je crois, pas de réconciliation, mais d'arrêter les petits intérêts des uns et des autres. Il visait quand même un certain nombre de gens. Il visait notamment les boursicoteurs, il visait les promoteurs immobiliers. Alors, est-ce que toute cette population va se retrouver derrière Obama? Ou est-ce qu'on est angélique trop? Mais non. Ce que je veux dire, c'est qu'un président des États-Unis ou de la France, c'est un genre obligé que d'appeler à l'union. C'est normal. Ça ne veut pas dire que les gens ne défendent pas leurs intérêts. Non mais attendez, parce que l'union, ça ne veut pas dire que les intérêts ne sont pas défendus par chacun et par chaque groupe, etc. Alors là, on est dans l'utopie totale. Il le sait très bien. Il pense pas à ça. Bon. En plus, il a fait une campagne. Moi, c'est ça qui m'intéresse par rapport au regard de la France. Il a fait une campagne post-raciale. Justement, il n'a pas fait la campagne de Jesse Jackson. Il n'a pas fait... on est d'accord. Il a fait une campagne post-raciale où il a expliqué justement qu'il fallait dépasser ça. C'est pour ça que d'ailleurs que le regard français me paraît dérisoire, décalé et on en parlera, j'espère. Oui, bien sûr. J'espère après, parce que vraiment, alors ça m'intéresse. On va en parler. Alors, maintenant, je finis et je laisse parler mes camarades. Ce qui va être intéressant, la mise en scène hollywoodienne, ça prouve qu'Hollywood a pris le pouvoir. J'ai entendu ce matin quand même, pour doucher un peu les enthousiasmes, ça nous ramène au regard français, qu'il a fait beaucoup moins de téléspectateurs que Ronald Reagan pour le même événement. Donc c'est quand même intéressant. Mais il y a eu une machine hollywoodienne qui a pris le pas, qui a organisé tout ça très bien, magnifique. Sur la forme. Là, vous parlez de la forme. Mais sur le fond... Et là, ensuite, j'engage la conversation avec mes camarades. Son plan de relance est un plan classiquement... Parce que ça, c'est les réalités. C'est la crise économique. Donc, son plan est classiquement keynésien. Il s'occupe surtout rien de bien social. Révolutionnaire, quoi. Rien de révolutionnaire. Et surtout, il accroît l'endettement de l'État américain de façon folle, alors que... Mais c'est un choix politique, ça. Mais absolument. Alors que... mais absolument, je suis d'accord avec vous. On verra les résultats. Je suis tout à fait d'accord. Mais normalement, par exemple en France, quand on augmente l'endettement de l'État, l'endettement des ménages est très faible. Aux États-Unis, c'est plus compliqué. Il n'y a pas Aux l'État, États-Unis, il y a les États. Aux États-Unis, depuis 20 ans, ils sont déjà drogués à l'endettement
déménagent. Donc là maintenant, il endette. Je me demande simplement jusqu'où et jusqu'à quand ceux qui payent, parce qu'il y a ceux qui payent, c'est pas l'épargne intérieure qui n'existe pas, c'est les Chinois. Surtout, et un peu les Japonais et les grands magnats arabes du Golfe. Donc jusqu'à quand tous ces gens vont payer, c'est tout. Voilà, on salue Dominique Volton qui est arrivé en retard mais arrivé tout de même, c'est ça l'essentiel. Et la deuxième question pour Nadir Djenad, justement on va un peu dans le sens de ce que disait Éric Zemmour. Alors, gel des salaires à la Maison Blanche, ça c'est un peu symbolique, même si ça peut paraître sympathique. Annonce de la fermeture d'ici 1 an de Guantanamo. Un projet de plan de relance, je crois, oui c'est ça, 800 milliards de dollars. Hein. Ces premières mesures qui tombent sont, hormis en Guantanamo, surtout à usage interne. C'est un signe, ça, hein? Oui, effectivement. Il faut se rappeler que Barack Obama a été essentiellement élu pour résoudre la plus grave crise économique et sociale que traversent les États-Unis, depuis celle de 1929. Les Américains élisent, c'est comme ça, élisent le président essentiellement sur les questions économiques et sociales. Vous parlez de signes tout à l'heure. Moi, je vois 2 autres signes également. Je pense que Guantanamo aussi est un signe destination, un signe intérieur interne aussi. Par rapport aux libertés, par rapport à l'image que les Américains ont de cela et de leur propre image. Voilà, oui, laissez-moi terminer. Il faut rappeler que Guantanamo est un lieu de détention. C'est le journaliste qui fait les questions et les réponses. Guantanamo, on va laisser Nadir s'exprimer. Guantanamo est un lieu de détention hors de tout cadre juridique qui a suscité des réactions unanimes de la part des associations de défense des droits de l'homme. De nombreux documents, témoignages font état de conditions dégradantes de détention. Je pense que c'est important qu'on s'y arrête, hein, Guantanamo, de conditions dégradantes de détention, de pratiques de la torture, des tribunaux d'exception. Et donc je pense que c'était aussi un signe adressé à la population. C'était une promesse, donc c'est important. Concernant l'économie, je disais, c'est la priorité des priorités. Je suis d'accord avec Eric concernant en fait la volonté de Barack Obama de mettre en place un État-providence, hein, comme l'avait fait Franklin Roosevelt en 1929 après la crise. Un plan de 800 milliards de dollars. Effectivement, le déficit public va s'accroître, mais abyssal. Mais avait-il le choix? Voilà. Avait-il le choix? Puisque vous êtes là, Dominique Volton, la prochaine question elle est pour vous. Tiens, George Mitchell au Proche-Orient et Richard Holbrooke en Afghanistan, au Pakistan. C'est les envoyés spéciaux qu'Obama a choisis. Il rappelle pas un peu Clinton, ces envoyés spéciaux? D'abord, je voudrais quand même dire un mot sur l'élection d'Obama. On est quand même extraordinaire. C'est un événement historique d'une importance capitale. Il y a quand même 150 ans, sur le Môle, on vendait encore des esclaves, là, au même endroit où il a prêté serment. C'est le premier président noir, métis, c'est-à-dire lui tout seul, vu ce qu'il a fait, il représente quasiment la moitié de l'humanité. C'est la revanche de tous les paras du monde. Donc ce qui me frappe par rapport à l'importance historique, c'est que l'ensemble des commentateurs, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est fou et pervers dans la logique médiatique et des élites. Le gars n'est même pas au pouvoir. Il n'a même pas commencé, que tout le monde dit, il va être très américain, très maintien de l'Empire, il va sûrement pas être formidable, il va s'occuper des intérêts américains, il va nous décevoir, etc. C'est-à-dire que... On lui fait un procès d'intention. Mais c'est pire qu'un procès d'intention. L'histoire n'est même pas en marche. Le gars n'a pas commencé, il représente un espoir qui dépasse l'Amérique, qui concerne le monde entier, et l'ensemble des élites qui n'ont aucune responsabilité d'action, rien, que ce soit vraiment des journalistes, ou des intellectuels, ou des gars qui n'ont qu'une envie, c'est-à-dire, puisqu'il y a énormément d'espoir, c'est évident qu'il y aura énormément de désillusions. C'est exactement ce qu'a dit M. Poutine. Hein. Donc, par conséquent, j'ai envie de dire, avant d'être déjà en train de vérifier les trahisons, les manquements, un peu d'admiration, un peu de patience, un peu de respect. Et je voudrais finir une chose. Quand on arrive dans les conditions dans lesquelles il arrive, après une campagne aussi difficile, et que personne ne pensait que finalement il passerait, j'ai envie de dire aux observateurs qui n'ont qu'une envie, c'est de montrer que c'est un demi-salaud ou un quart de salaud. J'ai envie de leur dire à vous, qu'est-ce que vous faites de vos vies professionnelles, de vos vies personnelles pour vous autoriser, avant même que cet homme ait commencé à faire quelque chose, à essayer de prouver ses trahisons, ses manquements. Voilà. Alors, dernière chose, faut répondre. Ouais. Oui, il défend les intérêts américains. Vous avez déjà vu un président quelque part, élu sur un pays quelconque, qui s'intéresse pas d'abord. Naturel. Ça paraît parfaitement naturel. Comme il est comme le président de la première puissance mondiale, je ne pense pas qu'il soit à ce point-là idiot pour ne pas se rendre compte qu'il faudra qu'il fasse 2 choses, les intérêts américains et le problème mondial. 3, le fait que,
pour l'organisation de son gouvernement. Il est pris des personnalités expérimentées ailleurs. S'il avait pris que des jeunes, on aurait dit le gars est totalement irresponsable, il prend n'importe qui, n'importe comment. Il prend des gens expérimentés, on dit bizarre, bizarre. Autrement dit, la marge de manœuvre symbolique qu'il a, elle est aucune. Donc moi, ce qui m'intéresse, et je retourne la question à tous ceux qui n'arrêtent pas d'avoir de suspicions, qu'est-ce que ça veut dire de votre part, vous les uns les autres, qui n'arrêtez pas de commenter, qui n'avez pas de responsabilité, de dire en permanence bizarre, bizarre. Voilà. Alors, c'est vous qui allez répondre à Georges Mitchell et Richard Holbrooke, qu'on connaît déjà. Alors Nadir, et puis ensuite on demandera à Francis Taloupeau, qui a été très patient de prendre la parole. Je vais être rapide sur la nomination de Georges Mitchell. C'est aussi un autre signe que Barack Obama a adressé tout de suite après son investiture, c'est le Proche-Orient. Le premier dirigeant étranger à être appelé par Barack Obama est le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas qui actuellement a des problèmes de légitimité, et je pense que ce coup de fil, même s'il est symbolique, constitue quand même une marque de soutien et de solidarité. Georges Mitchell, il en fait un interlocuteur, quoi. Enfin, un interlocuteur. On a le sentiment que Barack Obama se saisit de ce dossier brûlant du Proche-Orient après la crise de Gaza. Alors, Francis, justement, Dominique Volton avait commencé à l'aborder, mais l'élection d'Obama a suscité un immense espoir. Je ne suis pas de ceux qui disent que c'est un demi ou un quart de salaud, pour reprendre l'expression employée par Dominique Volton, mais je me dis qu'il a suscité un espoir dans les communautés noires, qu'elles soient américaines ou non. Et que parfois, au-delà du symbole et d'une fierté qu'on peut comprendre, qui est bien compréhensible, et c'est vrai que c'est un événement historique, et c'est vrai que c'est la première fois, est-ce que cette émotion ne remplace pas la réflexion, avec pour conséquence peut-être des désillusions, dans le sens où, même Dominique Volton le dit, mais il est naturel, il est président des Américains, qu'il soit noir ou blanc d'ailleurs, c'est-à-dire qu'une bonne partie des communautés noires risque peut-être d'avoir une certaine désillusion face à ce qui a été une fierté éphémère, peut-être, non ? Alors, deux choses. D'abord, je vais répondre à votre question, mais j'aimerais revenir très rapidement sur votre question précédente, parce qu'on n'y a pas répondu. Parce qu'il y a aussi le procès qui est fait... Personne expérimentée du qui précédente. On va laisser vous avez répondu, mais c'est bon. Francis, je disais aussi je rebondis donc là-dessus, sur votre interrogation, et je complète en disant que ce procès aussi est totalement décalé par rapport à la réalité. D'abord, il faut quand même préciser que ce n'est pas honteux de s'entourer des gens qui ont fait partie d'une administration qui était une administration plutôt, disons, respectable et par endroits admirable. Moi, j'ai connu personnellement des gens de l'administration Clinton il y a quelques années. Je peux vous dire que, quand même, depuis très longtemps, je veux dire que Clinton a été un président qui a quand même laissé un bilan plutôt positif. D'abord, un pays qui était plutôt en paix avec le monde extérieur, même s'il fallait gérer l'après-guerre du Golfe de Bush père. D'autre part, c'est un pays qui n'a pas été divisé, clivé, comme ça a été le cas sous Bush. C'est un pays où la liberté fondamentale, auquel les Américains ont toujours été très attachés, ont été absolument préservées. Et c'est un pays qui n'a pas été laissé à la fin de 8 ans de mandat de Clinton avec une économie sinistrée comme nous connaissons aujourd'hui après Bush. Ce sont des réalités. Et c'était une équipe remarquable. Et il faut quand même signaler que depuis, on avait constaté à l'époque, sous Clinton, que Clinton avait commencé pour la première fois à initier une forme de diplomatie qui était extrêmement sophistiquée, subtile et respectueuse justement de la multilatéralité. Notamment, c'était la première administration qui a mis en place pour la première fois une politique conceptualisée entre les États-unis et l'Afrique, par exemple. Donc, je veux dire que c'est autant d'atouts. Il opère une rupture, finalement. Autant d'atouts. Je pense qu'il y a d'abord la personnalité de Obama elle-même. C'est une rupture avec les années Bush. Il y a ses convictions. C'est une rupture. Je pense que l'addition, je dirais, de son propre programme, avec des expériences antérieures qui sont plutôt positives, ne peuvent que réjouir de certaine façon. Ce sont des atouts cumulés qui permettent de mettre en place une politique qui soit une politique de rupture. Alors, Éric Zemmour veut dire un mot. Vous parlez également de la question de la désillusion. Oui. En précisant bien que, comme le dit Dominique Volton, sans juger avant, on jugera sur pièce. Il a raison. Mais il est président des Américains et parfois il m'est arrivé d'entendre ici ou là des hommes et des femmes noirs qui disaient j'ai presque entendu notre président. Oui, non, d'accord. Des États-Unis. Je pense que ça relève de l'émotion, parce qu'on ne peut pas, D'ailleurs, quand on écoute le discours d'Obama, il y a dans chaque discours qu'il prononce une composition très précise qui tient compte à la fois de l'histoire, qui tient compte de l'émotion, qui tient compte du symbole et qui tient compte aussi du réel, qui tient compte de la globalité également. Mais à l'arrivée, on retiendra d'abord que c'est le président des Américains, de tous les Américains. Deuxièmement, Obama n'a pas été élu pour, je veux dire, faire
faire de la magie ou rendre heureux tous les Noirs d'Amérique, autant, je veux dire, pas plus qu'on a demandé à Bush ou à ses prédécesseurs de rendre heureux tous les Blancs d'Amérique. Donc d'abord, il faut d'abord retenir cela. Il faut souhaiter bonne chance simplement à un président qui vient d'être élu. Éric Zemmour et ensuite Nadir Djenad. D'abord, je me demande dans quel monde vit Dominique Bolton, parce que moi, depuis 24 heures, je n'entends au contraire que des cris énamourés d'admiration, de passion sur toutes les chaînes de télé françaises. On a l'impression qu'Obama est président. Peut-être que vous ne lisez pas les mêmes journaux, ne regardez pas les mêmes émissions. D'ailleurs, j'y vois le syndrome, au contraire, de la grande soumission des médias français au maître du monde. C'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier. Donc le monde entier, sauf vous, est soumis. Non. On va pas commencer. Non, Dominique Bolton. Il faut faire une statue de Zemmour. Est-ce que vous pourriez, pour une fois, vous soumettre à la courtoisie, au minimum? À condition qu'on ne dise pas n'importe quoi. Alors, on va laisser parler Éric Zemmour. Donc ça, c'est quand même ça depuis 24 heures. Je dis au contraire, c'est vraiment la statue, elle est plutôt érigée à Barack Obama. C'est vraiment une admiration incroyable. Je pense que, je vous dis, c'est le maître du monde, c'est les médias français qui veulent garder leur maître américain. En plus, le fait qu'il soit métis joue. C'est un peu le président de la mondialisation. C'est le fantasme de la mondialisation qui plaît tant aux médias français. C'est d'abord une histoire américaine. Oui, c'est une histoire américaine, mais c'est une histoire post-américaine aussi. Mais c'est une histoire américaine. Deuxièmement, il y a 2 milliards de gens qui ont regardé l'événement. 2 milliards de gens, d'accord. Oui. Moins que pour Reagan, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, aux États-Unis. Bah oui, c'est ce que je dis dans le monde, il n'y a pas 2 milliards d'Américains. On est d'accord. Il y a 2,5 milliards de gens qui ont regardé dans le monde. C'est pas des Français. C'est exactement ce que j'ai dit. On va laisser Éric Zemmour terminer, puis ensuite Nadir Djenad. Alors je finis simplement pour répondre aux années Clinton. C'est vrai que le mandat de Clinton s'est mieux terminé que le mandat de Bush, mais c'est le mandat de Clinton, par exemple avec ce Larry Summers, que Obama a repris à l'économie, et ce Larry Summers, c'est lui qui a ordonné l'abandon de Glass-Steagall Act, qui avait été justement mis en place par Roosevelt pour séparer les banques d'affaires et les banques de dépôt. Or, c'est à partir de cette abolition du Glass-Steagall Act qui est fondamentale, mon cher Bolton, parce que justement c'est à partir de ce moment-là que les banques américaines ont commencé à faire n'importe quoi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a finalement, 10 ans après, la crise des subprimes et la crise financière. Alors, on va demander à Nadir Djenad de s'exprimer. Moi, concernant l'espoir et la désillusion, il faut quand même rappeler que jamais les États-Unis n'avaient été aussi impopulaires que depuis les mandats de Bush, et jamais ils ne sont redevenus populaires justement le jour de l'investiture de Barack Obama, le 20 janvier 2005. C'est vrai, le 20 janvier, voilà, exactement. Le monde attend beaucoup de Barack Obama, c'est tout à fait clair. Il attend peut-être trop de Barack Obama. Le monde attend la résolution du conflit israélo-palestinien, la résolution de la crise iranienne, sur le réchauffement climatique. Il est évident qu'on l'attend. Il y a un immense espoir qui peut évidemment se transformer en désillusion. Il faut toujours se dire que les années Bush ont vraiment causé du tort à l'image de l'Amérique dans le monde. Il est normal que l'élection de Barack Obama par une réaction balancier, il y a plus d'espoir. Alors Dominique Bolton, on essaie de conclure sur ce thème. On va vous laisser la conclusion concise comme vous le faites habituellement. La première, c'est que c'est un événement mondial, je l'ai dit. Je rappelle d'ailleurs que pour la première fois, ça traduit le fait que le monde est métis. C'est-à-dire les Blancs dans le monde, je vous rappelle, c'est quand même moins 20% de la population dans le monde. Là, on a sur la première puissance du monde quelqu'un qui représente ce qu'est l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire des questions de cohabitation, de métissage. C'est d'une intelligence évidente pour le progrès de l'humanité et pour le respect de ceux qui, les Blancs, je vous rappelle, ont contrôlé le monde pendant 5 siècles. Il faut voir qu'ils apprennent à vivre avec d'autres, tant mieux. Et je vous acceptez si je dis certains Blancs? Non, je dis les Blancs au sens de les Blancs ont contrôlé l'histoire du monde. Moi, je me sens pas ayant dominé. Pour l'instant, vous êtes Blanc comme moi. Et lui n'est pas Blanc jusqu'à présent. Voilà, c'est un problème de... La deuxième chose, ce qui est frappant dans son discours, et c'est en ça que les cultures sont fondamentalement différentes, c'est que le discours n'est pas une vision européenne et française du monde quand il parle. C'est très religieux, donc pour nous, notre laïcité, ça nous choque un peu. C'est pas construit. Bon, c'est typiquement une culture politique qui n'est pas la nôtre. Et je trouve que rien qu'en écoutant le discours, on comprend tout ce qu'il y a d'universel dans Obama et tout ce qu'il y a de différent. Donc c'est important pour comprendre comment la cohabitation culturelle va être un enjeu politique. Les uns et les autres, on pense pas pareil. Et puis troisième chose, sur Guantanamo, on dit tous « Oh mais oui, c'est normal, il applique son programme. » Mais dites donc, le nombre d'hommes politiques qui ont dit vers la fin de la guerre d'Algérie, je prends une comparaison française, il faudrait qu'on arrête la torture. Je n'ai vu personne arriver en disant « J'arrête la torture ». Autrement dit, le courage
de prendre comme première et deuxième mesure, téléphoner au président d'autorité palestinienne et de fermer Guantanamo, qui pose d'énormes problèmes politiques pour les Américains, parce que c'est une humiliation infernale quand même. Pour le monde entier, où ça n'a rien d'évident, c'est une forme d'autocritique. Moi, je trouve ça d'un courage incroyable. Et c'est dangereux. Ça sur le dos de Bush. Et c'est dangereux. Non, on met ça sur rien. C'est dangereux parce que c'est dangereux, parce que ça veut dire, quand je dis que c'est dangereux, ça veut dire que cet homme reconnaît que les valeurs fondamentales, non seulement de l'Amérique, mais du monde occidental, ont été trahies. Il en fait une autocritique. Et donc, par conséquent, c'est à la fois extrêmement courageux. Bien sûr, c'est courageux. Mais c'est également dangereux parce qu'on peut tout à fait dire à ce moment-là, le fort peut devenir le faible. Et moi, là-dedans, je suis profondément admiratif. Il prend un risque politique énorme. C'est ça que je voulais dire. Et on ne peut pas dire, c'est dans son programme. Le nombre d'hommes politiques qui sont élus qui n'appliquent pas le quart du 8e de leur programme, voilà. Bon, là, on comprend bien ce que vous dites. Rarement en début de mandat, mais encore que ça dépend. En tout cas, on va laisser de côté ce sur quoi on aura l'occasion de revenir parce que la politique va avancer, la vie internationale va avancer, on y reviendra forcément. Et je voudrais qu'on revienne en France parce que alors qu'Obama appelait à une espèce d'union dans le pays et semble entendu pour l'instant, en France, le tout nouveau commissaire à la diversité, Yazid Sabeg, a eu une déclaration cette semaine d'une rare violence quand même dans les journaux, puisqu'il a dit « La France est sur la voie de l'apartheid ». Je cite. C'est un constat exagéré ou lucide, d'après vous, Nadir? Oui, alors c'est un peu exagéré quand on se rappelle ce qu'a été l'apartheid en Afrique du Sud. Mais moi, j'ai le sentiment que Yazid Sabeg a voulu tirer la sonnette d'alarme. On est dans l'urgence, quoi. On est dans l'urgence. Et justement, il profite de l'investiture de Barack Obama pour le faire. Il profite de ça pour dire il n'y a pas de véritable politique en matière d'égalité des chances, s'il n'y a pas de véritable politique de lutte contre les discriminations, on se dirigerait vers peut-être pas une forme d'apartheid, mais vers le communautarisme. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Le président de la République, le 17 décembre dernier, à Palaiseau, il a prononcé un discours important sur la diversité. Il a dit la même chose. Il a dit qu'en France, on n'allait pas assez vite, on n'allait pas assez loin en matière d'égalité des chances. Deux études en plus récentes montrent à quel point cette question de l'égalité des chances est tout à fait est d'actualité. Le Haut Conseil à l'intégration a publié une étude qui montre, par exemple, que sur le plan politique, les élus issus de l'immigration ne représentent que un peu plus de 6% de l'ensemble du personnel municipal. Une autre étude de l'Institut Montaigne, parue cette semaine, montre les retards criants en matière de diversité politique. Donc le constat est là. Yazid Sabeg a peut-être exagéré en employant ce mot, mais il a voulu en tout cas profiter de l'investiture de Barack Obama pour relancer ce débat de la diversité. Et je terminerai en disant qu'il a une feuille de route, Yazid Sabeg. Il est chargé de coordonner l'action des ministres concernés par la diversité et de présenter un plan d'ici le mois de mars. D'ici le mois de mars. Alors, justement, vous parliez de l'Institut Montaigne, là. L'Institut Montaigne a fait appel à la photographie. J'ai remarqué que d'autres souhaitent s'appuyer sur les patronymes. C'est le cas, par exemple, d'Éric Besson, le tout nouveau ministre de l'immigration. En tout cas, au gouvernement, on semble d'accord pour chercher les moyens de mesurer cette diversité existante. Mais ces moyens, on ne semble pas tous d'accord dessus, Francis Laloupeau. Ah bon. Parce qu'on a parlé de CV anonyme, puis on n'en entend plus parler. Certains parlent de statistiques techniques et pas d'autres. D'autres parlent de patronyme, d'autres de photographie. On a l'impression qu'on hésite sur les moyens employés pour se compter déjà, pour compter. On a parlé aussi des statistiques ethniques. Je crois que Yazid Sabeg parle aujourd'hui, lui, de statistiques positives. Bon, je crois qu'il y a simplement plusieurs pistes qui sont aujourd'hui proposées pour essayer de mesurer, comme on dit, la diversité et ensuite essayer de résoudre cette question. Mais écoutez, moi je vois ça avec... Je trouve que tout ça est très curieux parce que ça montre quand même tout le retard qui a été pris dans ce pays sur cette question et qu'on essaie de rattraper très difficilement, en tâtonnant. On est quand même dans un pays où on a toujours proclamé une sorte comme ça d'égalité incantatoire. Et puis tout d'un coup, on accepte que cette égalité était une égalité formelle et qu'il faut aujourd'hui formaliser les règles du jeu, et il serait temps. L'égalité réelle, comme dit Yazid Sabeg. L'égalité réelle, parce que je veux dire qu'au fond, ça n'a rien à voir avec l'émotion, rien à voir avec l'idéologie, rien à voir avec des questions d'opinion, parce que je vois Eric qui hoche la tête. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que il y a surtout une question de fond, c'est que ce pays est en retard sur cette question-là, et qu'il y a surtout une réserve d'énergie extraordinaire dans ce pays qui n'est pas utilisée pour son économie, pour son avenir, une réserve d'énergie qu'apportent les gens qui sont venus d'ailleurs et leurs enfants.
et que ce manque à gagner devient absolument insupportable. Il devient urgent, tout simplement. Et je crois que la France ne peut pas attendre indéfiniment qu'on redéfinisse les règles du jeu et qu'on mette, je veux dire, en œuvre, qu'on mette en mouvement dans ce pays toutes les énergies, avec toutes les capacités, parce que c'est un enjeu pour le futur, c'est un enjeu pour la France dans l'Europe. Dominique, je répète un peu ma question. On semble hésiter sur les moyens à employer. Alors, depuis plusieurs années, il y a des idées qui arrivent puis qui repartent, qu'on voit plus. Qu'est-ce qui explique? C'est un malaise, ça? Qu'est-ce qui explique ça? Il y a deux points de nature différents. Un, ce qu'il a dit absolument vrai. Nous sommes en contradiction avec notre propre modèle d'intégration et de promotion, puisque par définition, tous ceux qui viennent d'ailleurs restent dans la cave. Donc par conséquent, notre modèle universaliste et républicain, il ne marche pas. Il va falloir trouver des accélérateurs pour récompenser et pour donner toutes ces chances d'intelligence. Mais pourquoi est-ce qu'on bégaye par ailleurs? C'est parce qu'en fait, le fait de prendre des mesures, on ne peut pas avoir en France de statistiques ethniques. C'est une discussion à reprendre d'une manière ou d'une autre. Deux, tout ce qui est photo et compagnie tombe sur les questions très fondamentales de la question des libertés privées et de la traçabilité. Donc on a un problème qui est que c'est vrai que nos sociétés sont de plus en plus fliquées. Nos structures légales interdisent de progresser. Voilà. Et troisièmement, donc ça c'est fondamental. Et troisièmement, notre universalisme, notre républicanisme ne veut pas faire de différence. Donc on est coincé. Mais en même temps, la seule question à se poser empiriquement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper le retard. Par exemple, Dieu sait, c'est pas une société exemple de racisme qu'est la Grande-Bretagne ou les États-Unis, pour faire que notre pays ne soit pas moins une caricature. On a l'impression que le pays est blanc. Vous n'êtes pas angélique, vous pensez que le racisme existe dans les pays anglo-saxons. Simplement, pour le réduire, le racisme, le raisonnement est stupide. Pour éviter le communautarisme, pour éviter l'exclusion, il faut permettre à tout le monde, toutes les couleurs, toutes les origines, de passer dans l'appareil d'État, d'avoir une chance. L'inégalité française est criante, alors que par ailleurs, nous avons une égalité plus forte, qui reste quand même sur l'éducation, qui reste quand même sur la santé. Mais on n'a jamais pu aborder ce problème, parce que notre espèce d'universalité républicaine nous a complètement empêchés. Donc rattrapons par n'importe quel moyen. Moi, j'ai dit plusieurs fois ici, on prendrait des mesures sur 5 ans d'action positive pour accélérer. Sur un temps donné, quoi, pas définitif. Voilà. Et on évalue après, et on tient compte à la fois des libertés publiques pour éviter le flicage, et on tient compte quand même du modèle d'intégration. Mais si vous voulez dire qu'on ne peut rien faire, il a raison cet homme de profiter de l'admiration qu'il y a sur l'élection d'un noir à la présidence américaine. Pour rappeler l'urgence. Mais bien sûr. Bon alors, Éric Zemmour, moi je ne voudrais pas qu'on revienne aux éternels débats, aux convictions des uns et des autres qu'on a déjà abordés. Je voudrais simplement qu'on revienne sur la question des moyens. Dominique Volton dit finalement, si on bégait sur les moyens, c'est parce que la structure légale ne correspond plus à la réalité, qu'elle est trop lourde. Pour vous, cette structure légale, c'est des garde-fous? Ouais, je trouve que si on se trompe sur les moyens, c'est parce qu'on se trompe sur le diagnostic. Alors allons-y. Quel est le vôtre? C'est tout. Je pense que quand Sabeg parle d'apartheid, Nadir a raison, c'est faux. Parce que l'apartheid, c'était l'État qui organisait... Tout le monde comprend qu'il a... C'est une formule. Mais je sais. On va laisser finir. Deux secondes. Mais c'est faux et en même temps, c'est profondément vrai. C'est-à-dire que ce sont les gens qui, à la base, organisent un apartheid. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens se séparent. C'est-à-dire vous pensez que c'est mental? Non, c'est pas mental. C'est qu'à partir, si vous voulez, l'intégration... Les gens, c'est quoi? Les gens, on va laisser Éric Zemmour parler. C'est-à-dire que à partir d'un certain moment, alors vous voulez que je parle clairement, à partir d'un certain moment, dans un immeuble, quand la population bascule avec une majorité d'immigrés, les gens qui étaient là avant s'en vont. Parce qu'à partir de certain moment... je vais vous interrompre, c'est pas pour avoir le plaisir de vous interrompre, c'est pour vous dire exactement ce que dit Sabeg, parce que vous allez voir. Ouais. Il parle d'apartheid territorial et social. Eh bien oui, c'est bien ce que je dis. Donc, c'est tout à fait ce que je dis. Parce qu'à partir d'un certain moment, dans un immeuble, dans un quartier, dans un arrondissement, dans un département, les gens ne se sentent plus en France. Pourquoi? Ça, c'est fatigant. Non, mais c'est ce qu'ils disent les gens, c'est pas moi. Mais non, mais c'est fatigant. Ce que disent peut-être certaines gens, pas les gens. Les gens qui s'en vont. Je pense qu'il ne faut pas de généralité abusive. Mais les gens qui s'en Voilà, les gens qui s'en vont. Voilà. Non, mais c'est fatigant d'entendre ça tout le temps. Mais non, mais parce que c'est la vérité. Mais non, les gens vous disent ça. Les gens vous disent ça. Il ne bouge pas d'un millimètre. Mais voyager. C'est une rigidité idéologique. Mais non, c'est la vérité. C'est la réalité. La question. Justement. Les gens. Voyager en France, tout simplement. Il y a des tas d'endroits. La réalité n'est pas la même selon qu'on se trouve dans le 18e arrondissement à Paris qu'à Marseille, par exemple. Justement. Allez dire ça aux gens à Marseille. On fait ce que vous dites. Oui, à Lyon, justement. C'est la même chose. À Paris, c'est la même chose. Faisons évoluer le débat dans cette émission. Ne répétons pas la même chose. Moi j'ai demandé. Non, je ne répète pas. Moi j'ai demandé qu'on s'en parle d'apartheid d'après vous. Parce que justement, je pense que tout le monde partage ici le constat que territorial. Attendez, s'il vous plaît. Tout le monde partage le constat ici que sur le plan territorial et social, il y a effectivement
une séparation. Bon, maintenant, moi j'aimerais qu'on en revienne. J'aimerais qu'on en revienne à la question fondamentale. Beaucoup de riches à Neuilly, vous, non, et dans le 16e, de pauvres, c'est pas seulement ça, Dominique. On va laisser Éric Zemmour terminer. Non, mais attendez, Dominique. En Seine-Saint-Denis. On peut parler, on peut essayer de parler Vous avez raison contre des centaines d'analyses, de recherches, de prises de avoir la position. gentillesse de laisser parler Éric Zemmour. On le laisse terminer. Allez. J'essaye de ne pas m'énerver. Il répète la même chose. J'essaie de ne pas m'énerver. En Seine-Saint-Denis, par exemple, ce n'est pas du tout les riches qui s'en vont ou les pauvres qui s'en vont, qui sont... Non, en Seine-Saint-Denis, il y a des gens qui sont pauvres et qui quittent la Seine-Saint-Denis. Quand ils le peuvent. Quand ils le peuvent. Ils vont dans le sud de la France. Mais donnez des exemples. Par exemple, mais regardez regardez l'homogénéisation de la Seine-Saint-Denis. Non, mais c'est évident. Non, mais vous affirmez des choses. Mais quand vous dites les gens quittent la Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a des chiffres. Mais parce qu'on voit bien. Mais quels chiffres? Parce qu'on voit bien que la Seine-Saint-Denis, par exemple, devient petit à petit un département complètement homogène à 80%. Je suis pas sûr de ça, moi. Les chiffres donnés par Hortefeux. 80% des gens sont mais il a qu'à prendre des mesures politiques pour mélanger. Non, ils ont qu'à prendre des mais les mesures gens ne politiques veulent pas vivre ensemble. Parce qu'il y a des problèmes. Attendez, oui, on va s'arrêter là une seconde. On va s'arrêter une seconde parce que je pense que la phrase a été prononcée. Les gens ne veulent pas vivre ensemble. Mais ça n'existe pas. Ils acceptent, si vous voulez, quand le mode n'importe quoi. Quand à partir d'un certain moment, il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes voilées. Quand il y a une Le Pen, putain. Vous pensez que les gens quittent? Oui, les gens quittent. Oui, parce que quand dans le niveau des écoles s'effondre, les gens quittent. C'est comme ça, c'est pas de ma faute. C'est le résultat d'une mauvaise politique. Mais non. Vous annoncez des. Alors on va laisser la parole. Éric Zemmour, Nadir Djenad. C'est la réalité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est de l'abstraction. Mais pas du tout, c'est la réalité. Les gens, on laisse finir Éric Zemmour rapidement parce que je vois qu'on continue. Et j'aimerais qu'on évite ce qui s'est passé la semaine dernière. Des téléspectateurs ont eu un petit peu de mal à se comprendre. Simplement que c'est plus compliqué que ça. Non. Ce sont des affirmations définitives et c'est la gêne. Ce que je veux dire, voilà, on me laisse pas finir. Alors, on va laisser finir. Le diagnostic, c'est le défaut d'assimilation. C'est pas l'intégration qui est en manque, c'est pas la discrimination. C'est une répétition. Mais oui, mais parce que si on se trompe sur le diagnostic, on a deux diagnostics différents. On peut pas. C'est pour ça que les moyens ne marchent jamais. Mais ça n'a jamais existé. Le vôtre est faux depuis 70 ans. Non, il est vrai justement. Il y a que les cons qui changent jamais. Je vais donner l'exemple des prénoms. On parle des patronymes. On parle des prénoms. On a vu comment Rachida Dati a donné son prénom, le prénom de son enfant, Zora, le prénom de sa mère. Ce qui vous a choqué dans un éditorial. Ce qui m'a choqué absolument, mais je vais expliquer. Mais absolument. Est-ce qu'on peut éviter qu'il ait le monopole d'une parole qu'on connaît par cœur, s'il vous plaît, monsieur le journaliste? Je vais vous expliquer 30 secondes. Monsieur le journaliste essaie de faire régner l'ordre sur ce plateau. Et il a beaucoup de mal avec certains. Il y a 30 ans, un officier d'état civil lui aurait dit qu'elle ne peut pas donner ce prénom-là parce qu'il n'est pas dans le calendrier français. Aujourd'hui, depuis 81, on l'a autorisé au nom de la liberté. Attendez, on peut estimer que c'est au nom de la liberté, etc. Moi, je pense qu'au contraire, ça a aggravé le communautarisme et que ça explique en partie les discriminations. Voilà, c'est tout ce que je pense. C'est totalement hallucinant. C'est totalement hallucinant. Eric a le fantasme d'une France uniforme, mais pas du tout. Avec un modèle de absolument. La parole est à Francis Laloupeau. Qui n'a jamais existé. Elle s'appelle Sainte-Anne, sa fille, je pense. Ce serait pas mal. Anne, ça serait très bien. Est-ce que vous voudriez avoir la gentillesse de laisser s'exprimer Francis Laloupeau? C'est tout. Je vous écoute. Mais oui, au nom de la culture française et de l'histoire française. Si vous voulez, vous pouvez peut-être continuer l'émission dehors. Non, parce qu'on est 4, 5 même ici. Donc on passe à un autre sujet. Alors justement, moi j'aimerais bien pouvoir poser la question que j'avais essayé de poser tout à l'heure à Francis. On continue sur les moyens. Fadela Amara vient de dire à propos du plan banlieue, et je cite ses mots exacts, on pourrait largement mieux faire. Et elle reprend le nombre des contrats d'autonomie insuffisants, le nombre de délégués des préfets insuffisants. Et globalement, elle dit que le changement, il ne se voit pas en banlieue, Francis Laloupeau. Alors, peut-être que le constat d'apartheid fait par Yazid Sabeg est relayé par Fadela Amara, mais le plan banlieue, c'est bien le gouvernement qui l'a mis en place. S'il n'existe pas ou s'il est insuffisant, c'est quand même le gouvernement qui est responsable, non ? On a l'impression d'entendre deux sons de cloche dans le même gouvernement. Écoutez, ce n'est pas une mauvaise chose qu'un gouvernement puisse faire son autocritique, et surtout qu'une secrétaire d'État puisse faire son autocritique. Je crois que Fadela Amara s'est donné 11 sur 20 pour
sur son plan banlieue. Ouais. Ce qui est honnête. 11 sur 20 a-t-elle dit, oui, mais c'est tout à fait honnête, et d'autant que, je veux dire que tout cela n'existe que oui, mais depuis 2 l'honnêteté ans. ne change pas grand-chose à la vie des banlieusards, quand même. Hein. Je veux dire que faut le dire. nous avons un mandat qui dure 5 ans, et qu'au bout de 2 ans, la secrétaire d'État dit, c'est bon, ok, c'est 11 sur 20, c'est tout à fait insuffisant, il faut faire mieux encore. Je pense que c'est plutôt un bon signal. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas, je veux dire, déplorer cette attitude-là. C'est beaucoup plus gênant quand nous avons des ministres ou certains départements de l'État qui souvent se lancent dans une autosatisfaction tout à fait embarrassante. Et on a eu souvent. Qu'est-ce qui a manqué? C'est l'argent qui a manqué? C'est l'imagination? C'est les réticences? Ce n'est pas l'argent seulement qui a. Qu'est-ce qui manque dans le plan banlieue? Je crois qu'il a. Mais 30 ans d'histoire politique. Écoutez, Fadel Amera fait bouger, je veux dire, des pesanteurs extraordinaires. Et ce n'est pas facile. Je veux dire, vous parlez de continent, vous avez tout à fait raison, parce que ça existe aussi de plaques comme ça qu'il faut absolument faire coïncider. On ne peut pas tout faire avancer de la ville qui s'appelait Bernard Tapie, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on en parle de ça. Et qu'on dépense des milliards. Et qu'on dépense de l'argent. Nadir Djennad. On dépense très peu d'argent. En tout cas, trop si c'est pour le résultat qu'on voit. Nadir Djennad. Fadela Amara a dit clairement, d'ailleurs elle a tapé du poing sur la table, elle a accusé certains hauts fonctionnaires de bloquer justement l'application de son plan, et notamment les délégués du préfet qui sont censés coordonner l'action des services de l'État. Elle a parlé de lourdeur administrative. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que la Cour des comptes disait la même chose il y a quelques mois dans un rapport cinglant sur la politique de la ville menée par les différents gouvernements. Que ce soit de gauche ou de droite. Ouais, voilà, exactement. La Cour des comptes a stigmatisé les lourdeurs de ces politiques depuis 2002. La Cour des comptes a dit également que les changements de ministres, justement, rendaient inefficace l'application sur le terrain de ces politiques. Et la Cour des comptes a dit aussi que qu'il y avait un désengagement de l'État dans les banlieues avant les émeutes de 2005. Donc le constat est là. Il est effectivement les différentes politiques. Pour mener une politique, pour qu'il y ait vraiment des résultats, il faut que ce soit une politique à long terme. Et malheureusement, Fadela Amara, ça ne fait plus que depuis 2 ans qu'elle s'occupe de ce dossier. Donc laissons-lui le temps, plus de temps, je dirais. Francis, un petit mot vite. Je veux juste compléter ce que vient de dire Nadir. C'est que ce n'est pas une question d'argent. qu'il y a un élément beaucoup plus immatériel qu'il faut prendre en compte. Je crois que ce pays manque aussi beaucoup de pédagogie, je veux dire, que sur des terrains comme cela, parce qu'il s'agit de faire bouger à la fois, je veux dire, des choses matérielles et aussi des mentalités. Donc, je crois que Fadela Amara tout seul ne peut pas faire ce travail, et qu'il faut peut-être, je veux dire, aussi y associer des associations, notamment des gens de bonne volonté, pour insuffler pour instiller partout où cela est possible une pédagogie de ce changement-là. Alors, bon, moi, David Volto, je voudrais, parce qu'on est un peu en retard, je voudrais qu'on avance un peu vite toujours dans le même ordre d'idées, même si je me garderai bien de tout mélanger. J'ai écouté cette semaine Éric Besson qui répondait aux questions des journalistes, puisque c'est le nouveau ministre de l'immigration, de l'identité nationale, etc. Et il a dit très clairement, je n'ai pas de problème avec l'identité nationale. Ça risque de mettre un peu plus en colère encore SOS Racisme. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, SOS Racisme lance une campagne médiatique sur le thème 30 000 expulsions. C'est la honte. Des spots audiovisuels en télévision et en radio, me semble-t-il, une pétition sur Internet, et ça devrait se poursuivre par des réunions publiques afin de préparer des états généraux. Alors bon, j'ai envie de poser une question presque provocatrice. SOS Racisme se fait son cinéma ou ça a une chance d'être utile et de servir à quelque chose? Ah ben non, écoutez, un des grands enjeux politiques, mais là c'est un vrai affrontement gauche-droite, mais qui est même pas gauche-droite, qui est philosophique, humaniste, c'est que vous avez une politique d'immigration, on n'est pas le seul pays, mais on est quand même celui qui fait le plus, qui consiste en fait à expulser 30 000... N'oubliez pas de répondre à ma question. Oui, je comprends. Donc par conséquent, vous avez... Est-ce que ça va servir à quelque chose? Alors, donc vous avez 30 000 expulsions depuis 2 ans, et il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Et ce qui est toujours intéressant dans la politique, c'est que c'est jamais en instantané. Vous trouvez qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions? Globalement. Les parents d'élèves... Un petit peu, sur les immenses scandales. Mais par rapport à un pays de tradition politique, la gauche est restée prodigieusement silencieuse. Donc là, ce qui se passe... N'y a-t-il que sur ça que la gauche est restée prodigieusement silencieuse? Non, mais comme c'est soi-disant son terrain. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une association comme SOS Racisme reprend 1 an et demi après cette bataille. Et à mon avis, on est sur un vrai problème qui n'est pas gauche-droite, qui est effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie qui règle le problème en expulsant dans les conditions les plus tragiques qu'on a vues. Donc vous pensez que c'est utile? Bien sûr. Et que ça peut faire évoluer les choses. Vous avez en face une des contradictions incroyables du gouvernement, mais c'est classique du gouvernement Sarkozy, la présidence Sarkozy. Pour une part, il nomme, on l'a dit,
des secrétaires d'État, pas dans des postes fondamentaux, mais issus de l'immigration, etc., pour essayer de résoudre partiellement il exprime le la problème, diversité. voilà, partiellement, structurellement pas du tout, et avec un conflit idéologique et politique majeur. Donc c'est pas gauche-droite, mais on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est pas du tout inutile qu'un pays comme la France, parce que ce qui se joue dans la mondialisation, c'est que je vous rappelle, on en a parlé plusieurs fois ici, l'immigration n'est plus jamais définitive, les gens ne veulent plus jamais venir définitivement, parce que d'abord ils savent très bien qu'ils sont rejetés dans un pays d'accueil, donc ils viennent travailler quelques années, ils repartent. Donc, quand ils le peuvent, Quand ils le peuvent. Donc par conséquent, le monde entier voit ce changement du modèle de migration, voit le rejet des pays de plus en plus riches. Vous partagez l'avis d'Attali qui parle de nomadisme. Mais le nomadisme, c'est évident. Mais le nomadisme des pauvres, vous savez, ça existe depuis le début de l'humanité. Hein, je rappelle, il y a l'objet est poussé par la faim même. C'est comme ça qu'on dit en général. C'est comme ça depuis le début de l'humanité. Et les pauvres immigrent depuis le début de l'humanité, font la richesse des riches, ne l'oublions pas, et ensuite de ça enrichissent parce que bon. Tous les pauvres de tout pays. Et ça fait 200 millions, je vous rappelle, dans le monde, c'est rien. Et comme on a parlé plusieurs fois ici, il y a une espèce de collusion terrible entre les pays de départ et les pays d'accueil, parce que les 400 milliards de retour d'argent privé des immigrés du monde vers les pays de départ fait que les gens... C'est une manne essentielle pour les gens. Donc tout est pervers. Et c'est les hommes Éric Zemmour, ce les hommes qui sont victimes. Attendez, je vais juste dire que... Juste Francis Taloupo, une incise, et ensuite Éric Zemmour à qui je vais poser la question. Quand Dominique Volton dit le nomadisme a toujours existé, je précise que le colonialisme aussi participe du nomadisme dans l'histoire. Ah oui, il a même provoqué parfois. Éric Zemmour, SOS Racisme. Je ne vais pas vous demander ce que vous pensez d'SOS Racisme, je pense que tout le monde le sait. Je vais vous demander, cette campagne, elle peut changer les choses, elle peut faire évoluer le regard de l'un ou de l'autre. Mutuel. Le regard mutuel, oui. Ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien du tout. Vous n'avez pas d'espoir dans ce genre de campagne. Est plus crédible depuis longtemps. C'est désespéré. Et les dernières, mais plus crédible depuis longtemps. Et donc les dernières affaires vont encore aggraver son cas. Donc moi, effectivement, je parlerai pas des SOS Racisme. Pour vous, aucun intérêt. Non, mais je pense que c'est en plus ces chiffres 30 000, les affaires qui tournent autour des SOS Racisme. Il faut dire clairement, Julien Drey. Mais ça n'a rien à voir. C'est la logique de la rumeur. Non, mais c'est l'argent des SOS Racisme. De façon à ce que le téléspectateur soit au courant. Julien Drey aurait été, j'emploie bien sûr le conditionnel avec extrêmement de prudence, parce que la justice n'a rien dit à ce propos, mais Julien Drey a subi une enquête de Tracfin, et il semblerait, d'après Tracfin toujours, qu'il aurait touché de l'argent des SOS Racisme. Voilà. Les choses sont dites. Elles sont dites au conditionnel. Est-ce que ça délégitime SOS Racisme? Moi, il s'agit d'un homme quand vous aurez la même J'aimerais bien qu'on me laisse faire mon métier, puisqu'on me l'a demandé tout à l'heure, c'est-à-dire de faire passer la parole et de dire clairement aux téléspectateurs de quoi il s'agit. Pas d'insinuation. On dit les choses telles qu'elles sont. Deuxièmement, les 30 000, c'est un chiffre bidon, puisqu'on sait aujourd'hui que à peu près la moitié, ce sont des Roumains et des Bulgares qui passent leur temps on l'a déjà dit la semaine dernière. La moitié, quasiment la moitié. On sait qu'en tout cas, il y en a une partie. Exactement. Plus de 10 000. On va pas se... Et troisièmement, il y a une chose que j'approuve en tout cas dans ce qu'a dit Dominique Volton, c'est effectivement sur le nomadisme. Moi, je pense même que nous vivons un moment historique, c'est-à-dire la revanche du nomadisme sur le sédentaire. Je ne suis pas sûr qu'il faille s'en féliciter. Deuxièmement, je pense que... C'est vraiment une formule toute je pense qu'effectivement, vous avez raison, les pays d'origine vivent maintenant des mouvements de population et de leur population, les chiffres avancés. Oui, l'argent repart en partie. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils refusent de prendre leurs irréguliers. C'est pour ça qu'ils refusent de prendre. C'est tout le problème politique qu'a la France. Mais c'est très important. Vous me reparlez de l'immigration, on a déjà parlé la semaine passée. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'on réponde à des questions précises. Pour moi, c'est une campagne d'autopromotion qui ne sert à rien. Il ne vous demandez pas ce que vous pensez de ce racisme. Il me dit que c'est une campagne d'autopromotion. Bah oui, voilà. Nadir Djenad, autopromotion ou solidarité? Merci pour les 30 000 expulsés, bravo. Moi, ce que j'aimerais dire, s'il vous plaît. Vous êtes pour l'immigration. Maintenant, je vais vous demander extrêmement clairement de vous taire. Est-ce que c'est assez clair? Je vous demande de vous taire. Merci. La parole est à Nadir Djenad. Merci beaucoup, Jean-Marc. Moi, je dirais juste une chose. Je regrette juste que SOS Racisme fasse cette campagne maintenant. C'est très bien de le faire, bien entendu. Il faut sensibiliser l'opinion sur cette question, mais je regrette qu'elle le fasse maintenant parce que Brice Hortefeux a quitté le ministère. Maintenant, il y a Éric Besson. C'est un peu tard parce que d'autres associations se sont battues sur ces questions. Par exemple, je pense au le réseau Éducation sans frontières qui a envoyé des
militants, par exemple, jusque devant les aéroports, au pied des avions, justement, pour empêcher que des étrangers soient expulsés. Mieux vaut tard que jamais, quand même. Mieux vaut tard que jamais, je suis d'accord. Moi, je voudrais poser une seule question à Dominique Volton, à vous tous, à SOS Racisme. Est-ce qu'on est pour la liberté d'installation partout dans le monde? C'est ça la vraie question. Si vous répondez oui, on va y revenir, mais personne ne va vous répondre aujourd'hui. Merci. Parce que c'est une question sur laquelle on aura l'occasion de revenir dans l'émission, je pense, mais à peine 15-20 minutes de la fin de l'émission, je préférerais... On assume. On en reparlera. Mais pour les riches, il y a toujours liberté d'installation, pour les pauvres, jamais, c'est clair. Voilà. Bon, écoutez, c'est un échange assez clair qui mérite... Depuis le début de l'humanité, la concision. J'aimerais bien qu'on passe au troisième sujet, et j'aimerais bien, très très honnêtement, je me suis un petit peu emporté tout à l'heure, mais il me vient très difficile de diriger des débats avec des gens qui n'ont pas un minimum de discipline et de courtoisie entre eux. Je vous demande, s'il vous plaît, d'y revenir. Merci. À ce propos de courtoisie et d'énervement, l'Assemblée nationale a vécu un moment assez homérique. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. La Marseillaise chantée par les députés socialistes au pied du perchoir, vous savez, c'est comme ça qu'on surnomme la tribune à l'Assemblée nationale. Leur départ de l'enceinte parlementaire, leur absence lors des questions d'actualité très médiatisées puisqu'elles sont diffusées à la télévision publique. Ça fait beaucoup. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Hein. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour qu'on parle d'eux. Alors, la modification du règlement sur les amendements qui est en cause, méritait-il une telle colère, je dirais, Francis Laloupeau? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous en pensez? C'est simple. Écoutez, moi, d'abord, j'ai pu noter que c'était une attitude presque révolutionnaire, enfin, une attitude très rare en tout cas, puisque il paraît que ça fait très longtemps que ça n'était pas arrivé en France. La dernière fois que ça était arrivé, c'était avec les communistes, je crois, à l'Assemblée. 1945. Ouais. Communiste. Bon, donc, de ce point de vue-là, je crois que l'opération était plutôt efficace, puisque ça a réveillé des mémoires anciennes en France. Donc c'est très bien. Ceci étant... Nous sommes un vieux pays, a dit un de nos premiers ministres. Je m'étonne surtout, je m'étonne de l'étonnement en fait de la droite qui fustige la gauche, comme s'il n'y avait pas, pour la gauche, un espace de contestation possible. Oui, mais c'est un espace de contestation qui va un peu plus loin que d'habitude, quand même, Francis. L'opposition... Il faut bien reconnaître, d'habitude... Oui, mais on n'en est pas quand même à l'insurrection encore. On n'en est pas à l'insurrection. Je pense que la gauche n'a pas mis le feu à l'Assemblée nationale. Je dirais que c'est une forme de protestation absolument républicaine. Et de ce point de vue-là... Non, mais personne ne dit le contraire. Simplement, c'est peut-être plus fort que d'habitude. D'habitude, il y a des motions, il y a des prises de parole. Là, il y a eu un palier de passé quand même. C'est plus fort que d'habitude parce que le reproche qui est fait de la part de la gauche et de la droite est un reproche quand même essentiel. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où la gauche s'inquiète d'un recul sérieux de la démocratie au sein de l'Assemblée nationale. Et par ailleurs, nous avons une droite qui conteste, je veux dire, à cette gauche, je veux dire, sa capacité de contestation. C'est quand même extraordinaire, je veux dire, qu'on soit dans un pays où, dès lors que l'on critique une disposition, une attitude du parti majoritaire, qu'on soit considéré comme un demeuré ou étant, je veux dire, hors course. C'est quand même extraordinaire. Nadir Djenad veut dire un mot, ensuite Dominique Volton. C'est une sorte de référence un peu désespérée de la part de cette gauche. Alors, Nadir, moi, je dirais un geste désespéré, dit Non, cette colère, en fait, soulève vraiment une question de fond, c'est qu'aujourd'hui, déposer des amendements apparaît clairement comme l'un des rares moyens qu'a aujourd'hui l'opposition. Ce qui s'est passé sur l'audiovisuel public, notamment, on va en parler après. Effectivement, bon, c'est clair que quelquefois, une avalanche d'amendements. Quelquefois, il y a, par exemple, des milliers d'amendements qui sont déposés. Bon, c'est disons l'effet pervers d'un système. Mais quand même, pervers. Non, mais c'est la seule question. Un peu de discipline. Sans amendement, il n'y a pas. Sans amendement, il n'y a pas de médiatisation. Il n'y a pas de prise de conscience de l'opinion publique. Il n'y a pas de mise en difficulté de la majorité et donc pas de retrait des projets de loi. Et je dirais que la droite, je suis tout à fait d'accord, la droite a usé et abusé aussi des amendements lorsqu'elle était dans l'opposition. Je vous rappelle en 1981 pour la nationalisation et le Pax en 1997. Oui, précision quand même pour tout le monde. L'amendement ne va pas être supprimé. La possibilité d'amendement ne va pas être supprimée. C'est la réduction du temps de parole sur ces amendements qui est en cause. Il faut bien préciser pour tout le monde. Dominique Volton, il nous reste 4 minutes d'émission, je crois. Il faut rappeler, la droite et la gauche ont fait la même chose, donc c'est pas le problème. Donc la question, c'est la disproportion entre ça et le fait que ça a été quand même une grande révolte, parce que c'est quand même des
des hommes bien élevés, les députés quels qu'ils soient, et que là, qu'il y ait cette colère et cette raison, elle était intense. Donc c'est en fait un déplacement. C'est ce qui se joue là, c'est quelque chose qui a à voir avec le fait que, on a fait une réforme pour soi-disant augmenter les pouvoirs du Parlement, et c'est bafoué. 2, c'est vrai que la droite actuellement a le sentiment qu'en définitive, alors qu'elle-même, elle n'est pas forcément toujours d'accord avec le gouvernement, c'est ça qui est intéressant, elle est obligée d'affirmer. Et donc du coup, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quand des hommes se mettent en colère, il faut comprendre pourquoi ils se mettent en colère. Et ça veut dire qu'il y a un déplacement par rapport au fait qu'il y a un sentiment d'accumulation, de concentration du pouvoir, du fait qu'on ne peut pas, qu'on fonctionne dans une démocratie normale, qu'on considère les gens de l'opposition, et vous n'avez qu'à entendre M. Copé, il prend toujours les socialistes pour des idiots. Je crois qu'il faudrait qu'il apprenne à être un peu modeste, lui, parce qu'un de ces quatre... On lui fera passer le message. Merci. Et donc, par conséquent, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, si vous voulez. Si les hommes se mettent en colère comme ça, il y a des raisons. Les raisons, c'est le sentiment qu'on les prend, comme ça a été très bien dit, comme une sous-opposition. Et donc, j'ai envie de dire là aussi, comme pour le début... Je voudrais juste finir. Je voudrais dire à la majorité de droite, soyez un tout petit peu plus modeste, comme il fallait le dire à la majorité de gauche quand elle avait le pouvoir. Soyez un tout petit peu plus modeste quand vous avez le pouvoir, parce que de toute façon, vous serez dans l'opposition dans peu de temps, et arrêtez de prendre les gens d'opposition pour des idiots. Alors, Éric Zemmour, moi j'ai une question plus précise à vous poser. Je sais, vous avez déjà dit dans cette émission, il y a quelques semaines, que c'était le fruit d'une réforme constitutionnelle où l'on voulait donner plus de pouvoir aux assemblées. Moi, ce que je vois, c'est que l'Assemblée nationale, c'est les députés de l'opposition, du Parti socialiste notamment, mais au Sénat, c'est plus feutré, c'est plus gentil. Mais à propos de la réforme sur l'audiovisuel, le moins que l'on puisse dire, c'est que les sénateurs ont exprimé une irritation. Ils ont même résisté, ils ont proposé des amendements qui risquent de poser problème dans la commission mixte paritaire. Alors, on assiste à une révolte parlementaire qui commence. Alors, qu'elle soit d'ailleurs... Non, mais pour les sénateurs qui ne sont pas tous de gauche, loin de là. Absolument. Ou l'Assemblée nationale. Et on finira par ça, parce que je crois qu'on a presque très plus vite, de temps. Très vite. Je pense que la révolte du groupe parlementaire socialiste est largement surjouée. Je veux dire, il y a beaucoup de... Il y a une partie d'audiovisuel. Voilà, exactement. 2... c'est vrai qu'il y a un vrai problème de l'obstruction parlementaire. Je suis d'accord, c'est la droite. Je crois que c'est même la droite qui l'a inventé, entre guillemets, en tout cas, à ce degré-là, avec le débat sur la nationalisation. C'est tout bon, on peut même donner les noms, tout bon, Séguin et Daubert. Donc, vous voyez, c'est simple. Donc là, je suis tout à fait d'accord, mais il n'empêche que ça pourrit complètement la vie et qu'ils font des centaines d'amendements sur la vie de Saturnin, sur... enfin bon, etc. C'est débile, c'est plus de la discussion parlementaire. Donc, 3, il y a aussi le fait que le gouvernement, dans sa réforme constitutionnelle, a limité la possibilité d'utiliser l'article 49.3. Parce que l'article 49.3, il ne faut pas oublier, arrêtait l'avalanche d'amendements. Et comme il nous reste peu de temps. Bon, alors 3, parlez-moi du pour répondre Sénat. à la majorité. Voilà, le Sénat. Je pense qu'effectivement, il y a, et c'est beaucoup plus intéressant d'après moi que le numéro des socialistes. Il y a au sein de la droite une révolte. Soyez respectueux. Une révolte. Le numéro des socialistes. S'il vous plaît. Je parle comme je veux, Dominique Vaudrey. Allez, on laisse finir les gens. Si on faisait Donc, pareil les socialistes, avec vous, mais on fait pareil avec Alors, vous. Le numéro de Donc, la droite est en train... Il y a des divisions au sein de la droite qui renaissent, parce qu'en fait, il me semble que Sarkozy a perdu sa boussole avec... C'est le titre d'un article que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Avec la Sarkozy a perdu sa boussole. Non, pardon, alors pas sa boussole, je retire, je l'avais... Bon, ouais. C'est pas grave, on va pas... Alors, donc on essaie de comprendre. Bon. Vous dites que, ça traverse aussi la droite, cette opposition au sein du Parlement. Sur l'adaptation de la France à la mondialisation. Voilà. Et que, du coup, comme ce système s'est écroulé, comme il s'est accaparé, ça explique aussi le numéro des socialistes, la relance keynésienne. Donc, il s'est accaparé ça. Le Sénat, c'est sur l'audiovisuel parce qu'on leur a demandé de voter une loi qui était déjà appliquée. Absolument. Je pense que la droite est perdue. Elle ne sait plus où elle va. Voilà. Et que donc chacun reprend ses allégeances. Ça se voit. Ses allégeances traditionnelles. Politiques et traditionnelles. Et alors, on verra si le diagnostic ou le pronostic d'Éric Zemmour se réalise dans les semaines qui viennent. En attendant, désolé pour quelques moments un petit peu tendus, un petit peu difficiles, mais parfois la passion l'emporte sur la raison. Je dis ça pour moi comme pour les autres. J'espère que vous nous resterez fidèles. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, bonne semaine.